La méditation, c'est au-delà de tout ça. C'est malgré mon mal-être, je médite. Sans chercher à être bien. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. C'est juste une vision. On est là juste pour vivre avec les autres, pas contre les autres, avec soi-même et pas contre soi-même. Namo Sakyamuni Bouddha, bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette rentrée pour la nouvelle année de la rencontre. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à tous, donc sous le signe du cheval de feu, beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre. C'est la nouvelle année, on va dire, il y a un mois, asiatique. Donc, cette année, c'est assez chargé au niveau agitation. On a besoin d'équilibre, on a besoin de stabilité aussi dans notre vie. Les choses vont certainement accélérer sous différentes formes. Ça, c'est un des points qu'il faut faire attention chez vous. Juste avoir une attention pour vous. Alors, si le monde s'accélère, il ne faut pas qu'on s'accélère dans la logique de fonctionnement. Quand vous voyez votre voiture rouler vite et que derrière, devant la voiture, il y a un mur, donc il faut freiner. Donc ça, c'est une logique de fonctionnement. Donc, si on arrive à non pas stabiliser le monde, mais à nous être beaucoup plus calmes face au monde qui nous entoure, ça va peut-être renverser le sens des choses. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, à l'heure actuelle, de ce qui se passe autour de nous, un sens pour notre vie, donner du sens à elle. Et donc pour ça, dans le bouddhisme, on dit toujours revenir chez soi. Revenir en soi, chez soi, pour ça. Voilà, retrouver un peu plus de calme pour cette année, pour nous. Donc on va commencer à méditer. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui n'ont jamais médité ici? Jamais médité? Ok. Donc je vais reprendre un petit peu les points de posture qu'on doit utiliser dans la méditation. Donc, comme vous voyez derrière moi, le Bouddha Shakyamuni est dans une posture de méditation. C'est cette posture-là qu'on essaye d'avoir, mais on n'a pas tous la même souplesse au niveau de notre physique, au niveau de notre corps. Donc des fois c'est compliqué de rester dans cette posture lorsqu'on médite, mais on peut essayer. On peut essayer jusqu'au moment où on sent que c'est plus supportable. Or à ce moment-là, on changera de posture. Mais si on n'essaye pas d'avoir une direction de bonne posture, eh bien on va plutôt chercher la facilité dans nos postures. Et en méditation, on essaye d'avancer, d'évoluer. Donc l'évolution se fait aussi dans la posture. Okay. Donc, d'une part, essayez déjà de maintenir la colonne vertébrale droite sans vous forcer, naturellement droite, sans vous adosser non plus au niveau des dossiers, au niveau du muret, ou au niveau des portes derrière. Donc, ayez un espace en gardant cette colonne vertébrale droite, le cou et la tête dans le même prolongement que la colonne vertébrale.
Ne méditez pas avec la tête penchée, inclinée. Gardez ce sens-là. Adoptez une respiration naturelle aussi, donc votre respiration, si possible, au niveau ventral. Quand vous inspirez, quand vous expirez, ce sera au niveau ventral, si possible. Des fois, on perd la conscience sur la respiration. Donc, on reprend nos habitudes de respirer au niveau des poumons. Au niveau des yeux, gardez les yeux mi-clos. C'est-à-dire que vous allez regarder environ à 45 degrés devant vous. Au niveau des mains, donc pour le Bouddha, il faut poser la main droite sur la main gauche, c'est-à-dire les paumes uniquement. C'est ce que vous voyez derrière sur la statue. Voilà, pour ramener l'énergie à ce niveau-là. La langue au-dessus du palais pour laisser la salive rentrer tranquillement à l'intérieur. Donc déjà dans cette posture, vous pouvez avoir des sensations posées, calmes. Un peu plus léger. Donc à ce moment-là, vous avez vos 5 sens ouverts pour recevoir tous les éléments de ces sens-là. Que ce soit au niveau des formes, des couleurs, des mouvements, avec la conscience visuelle, que ce soit au niveau des sons, avec la conscience auditive, que ce soit au niveau des odeurs, avec la conscience olfactive, que ce soit au niveau des goûts, des saveurs, avec la conscience gustative, que ce soit au niveau des surfaces ou des contacts, avec la conscience tactile. Ou que ce soit au niveau des réflexions, on appelle ça des éléments, les réflexions, les pensées, les idées, les sensations, certains schémas émotionnels qui se manifestent à ce moment-là. Donc tous ces éléments, vous les laissez vivre d'eux-mêmes, sans les bloquer, sans les modifier, sans leur donner une étiquette. Vous allez utiliser votre conscience mentale pour les accueillir, les accepter et les laisser partir. On va rester dans cette posture un instant.
si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez bouger un petit peu, vous masser sur un point où vous sentez qu'il y a un peu de tension. Personne ne s'est endormi. Ok. Bon, ça peut arriver, surtout en début d'après-midi, après le déjeuner. Ça va pour tout le monde? C'est un peu compliqué ou pas? Or, j'ai pas trop donné d'indications ni de conditions par rapport à cette session de méditation. Là, on a juste fait quelque chose de très simple. En fin de compte, faire quelque chose de très simple, c'est ne rien faire. On n'a rien fait. C'est ça la simplicité. Quand on fait quelque chose, ça peut devenir compliqué. Mais dans la méditation, lorsqu'on ne fait rien, on est dans une image d'une pierre qui se pose sur un terrain, sur le sol. En fait, la pierre, elle ne fait rien, et c'est simple. La pierre, elle ne bouge pas, c'est simple. Mais entre nous et la pierre, il y a une différence, c'est la conscience. C'est la seule différence. Si vous méditez, que vous ne bougez pas et que vous n'êtes pas conscient, comme quand vous dormez, eh ben c'est comme si vous êtes une pierre qui dort. Oui. La méditation, elle est différente par rapport à ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « je dors, donc je médite ». Ça, dans la logique, ce n'est pas la définition de la méditation. La méditation, elle utilise en fait la conscience. C'est pour ça que c'est important de bien prendre ça en considération quand vous pratiquez la méditation. C'est juste la conscience. La conscience, elle est tout le temps là. Elle permet de voir tout ce que vous voulez voir. Elle est illimitée aussi. Il n'y a pas de frontières. Vous pouvez voir votre passé. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont vu le passé. Vous pouvez voir votre futur, si vous avez construit un futur, donc votre conscience est là pour voir aussi. Vous pouvez voir ce qui se passe, personnes qui arrivent, du bruit. Vous pouvez voir tout ça, même si on entend, mais c'est une vision aussi, une vision par la conscience auditive. La conscience, c'est comme un œil. C'est comme les consciences, c'est comme des yeux qui nous permettent de voir les choses. Donc on utilise cet œil-là de conscience pour regarder. Vous voyez, pour regarder les choses de manière très simple, mais aussi des choses de manière très compliquée. Des choses qu'on peut comprendre sur le moment, des choses qu'on ne peut pas comprendre sur le moment. Mais est-ce que l'importance se fait sur voir, sur comprendre ou sur ne pas comprendre? Et en fonction de l'importance que vous allez mettre quand vous ouvrez votre conscience, vous allez peut-être ne plus méditer à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important pour vous, comme quand vous regardez la télé, est-ce que vous êtes dans la télé ou est-ce que vous êtes en dehors de la télé? Quand vous méditez, il faut avoir cette posture, non pas de dire c'est intéressant. Vous regardez une émission ou quelque chose qui se déroule devant vous et vous dites c'est intéressant, c'est que la méditation n'est plus intéressante pour vous. Si la méditation est intéressante pour vous, c'est que vous êtes encore ici pour observer ce qui se passe. Regardez cette différence, c'est une frontière de subtilité dans la méditation. C'est pour ça que quelque chose qui vous touche, c'est que vous êtes parti dans cette chose et que vous êtes en train de vivre cette chose-là. Et quand vous méditez, il n'y a rien qui vous touche, logiquement, parce que vous lâchez à chaque fois. Vous laissez les choses partir. Donc il n'y a rien qui vous touche à ce moment-là.
Si une personne parle et que vous êtes en train d'être acteur de ce qu'elle est en train de dire, c'est que vous n'êtes plus dans la conscience. C'est parce que vous êtes pris par un courant derrière de conscience. Et ça, il faut être vigilant parce qu'on n'est pas dans une structure à ce moment-là juste au niveau de la pratique. Ce que vous avez fait à l'instant, c'est être en pleine conscience, que vous voyez le passé, le futur, le présent, les phénomènes qui se déroulent devant vous ou qui se déroulent en vous. Tous ces éléments-là font partie de cette vie du présent, cette vie de pleine conscience. C'est pour ça qu'on ne ferme pas les yeux quand vous méditez, même si vous avez l'habitude de méditer les yeux fermés. Mais soyez logique à ce moment-là. Si vous fermez une porte, forcément, derrière cette porte, vous allez ignorer ce qu'il y aura. Donc vous allez méditer dans l'ignorance. Méditer, c'est ne plus ignorer quoi que ce soit. Et donc, regardez-vous à ce moment-là, pas uniquement ce qui se passe. Regardez-vous par rapport à ce qui se passe. Comment vous réagissez, comment vous allez réfléchir, comment vous allez voir les choses, comment vous allez penser. Regardez plutôt ce niveau-là que le niveau superficiel de la pratique. Quand vous méditez, ne pratiquez pas dans ce qui est superficiel. Pratiquez dans ce qui est authentique, dans ce qui est vrai. Vous êtes une personne vraie ou fausse. Si vous êtes une personne fausse, il faudrait regarder pourquoi. Donc vous devez vous observer. Pourquoi je suis faux? Vous devez aussi observer pourquoi vous êtes vrai. Donc c'est comme ça que vous pourrez non pas comprendre ce qui se passe, mais vous comprendre ce qui se passe ici. Et changez de niveau dans votre pratique. C'est pour ça, ne cherchez pas de conditions pour méditer. Cherchez ce qui est essentiel pour méditer. Et c'est-à-dire là. Parce que là, c'est ce qu'il faut changer. Ce qu'il faut faire évoluer, c'est ici. Donc quand nous voulons méditer pour une évolution ici, il faudra revenir forcément ici. Ne soyez pas prisonniers des sensations, des images, des conditions. Soyez toujours libres de tous ces éléments pour voir comment vous allez utiliser comme schéma au niveau de la réaction que vous allez mettre en place. Est-ce que vous avez compris là? D'accord. Donc, logiquement, il n'y a rien qui nous touche. S'il n'y a rien qui nous touche, logiquement, il n'y a rien qui nous appartient. Donc, logiquement, ne dites pas « c'est ma montre », « c'est mon mari », « c'est ma chemise », « c'est ma pratique ». Rien ne vous touche. Quand vous méditez, il faut arriver à ce niveau. Si rien ne vous touche, vous êtes libre. Lorsqu'on pratique la méditation, est-ce que ces types d'expériences, à ce moment-là, par exemple, je suis en train de rigoler de moi-même, est-ce que je suis dedans ou dehors? Comme une émotion, quand vous avez une émotion, est-ce que vous êtes dans l'émotion ou est-ce que vous êtes dehors? Si vous êtes dans l'émotion, vous allez suivre l'émotion. Si vous êtes hors de l'émotion, vous laissez l'émotion partir. Donc c'est pareil ici. C'est-à-dire si là on est en joie, est-ce qu'on est dans la joie ou est-ce qu'on laisse partir la joie? En fait, quand on veut laisser partir la joie, c'est on se voit, nous, en joie. On se voit en joie, c'est OK. Mais si on réagit à cette joie, on dit « Ah,
je voudrais encore de la joie. Ben là, c'est fini. Mais on doit laisser les choses vivre en nous, dans la logique, ne pas réagir. Dans la logique. Mais si on réagit face à ce qui se passe, on doit se voir réagir. Donc on n'est pas non plus dans la réaction. Il y a des réactions instantanées comme ça, hein, qui sont issues d'émotions, qui sont issues de réactions ou des habitudes. Eh bien, on doit voir, il y a une réaction. C'est OK. Mais quand on voit qu'il y a une réaction, on est libéré de la réaction, donc on ne peut plus entretenir la réaction. C'est comme si vous remontez jusqu'à un niveau où vous ne pouvez plus remonter parce que vous touchez le ciel. En fait, la pratique méditative nous aide à monter, à dire il y a les gendarmes qui veulent m'attraper, eh ben non. Quand vous pratiquez la méditation, vous dites simplement tous les éléments sont des gendarmes. Et si vous êtes copain avec les gendarmes, vous allez suivre. Mais vous êtes un voleur, vous n'allez pas suivre. Donc, quand vous pratiquez, il y a tous les phénomènes, tous les éléments qui vont vous entourer. Et là, parce que vous êtes posé, vous allez voir tous ces éléments-là se manifester. Quand vous êtes dans l'activité, vous êtes happé par l'activité, donc vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Tandis que là, vous ne faites rien. Et vous ouvrez toutes les consciences. Donc tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez. Même un petit bruit, vous entendez. Pourtant, tout à l'heure, avant de commencer la pratique, il y avait du bruit. Les gens n'entendaient pas forcément le tai chi, ou forcément les bruits en bas. C'est parce qu'ils sont pris dans un système. Si on garde l'ouverture, on devrait arrêter de faire quoi que ce soit. Et là, on entend. Même un moustique, on l'entend. Pourquoi, avant de dormir, vous pouvez entendre les moustiques, et quand vous êtes en train de faire la cuisine, vous n'entendez pas forcément. C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pour ça que ce n'est pas par rapport aux moustiques, c'est par rapport à notre manière d'ouvrir les choses et de poser notre attention sur les choses. Et quand vous méditez, s'il n'y a pas d'attention, c'est l'ouverture totale. Donc, un son, c'est OK. Une image, c'est OK. Une odeur, c'est OK. Même si c'est une mauvaise odeur, c'est OK. Même si vous avez une douleur, c'est OK aussi. Tout devrait être OK avec vous. Ça veut dire que vous êtes rempli pleinement d'harmonie et de bien-être, parce que vous êtes OK. Sinon, ça ne donne pas de sens vraiment à la pratique. La méditation, ce n'est pas une période ou un instant ou une durée qu'on se donne pour notre bien-être. Si on prend la méditation sous cette image-là, c'est triste. C'est juste pour des personnes qui veulent le bien-être. La méditation, c'est au-delà de tout ça. C'est malgré mon mal-être, je médite. Sans chercher à être bien. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. C'est juste une vision. Et ça fait la différence entre les types de méditation que vous pourrez entendre, que vous pourrez pratiquer. En tout cas, la méditation dans le bouddhisme, c'est dans ce sens-là. C'est avec cette essence de la conscience. On va reprendre la posture. Donc, réglez votre posture. Si vous voyez que c'est trop bas, vous pouvez mettre un coussin. Si vous voyez que vous avez mal aux os de la cheville, vous pouvez mettre quelque chose en dessous aussi. L'objectif, c'est pas de se faire mal et dire « je tiens le coup ». Si vous voyez que c'est pas supportable,
faites le nécessaire pour. Mais toujours en conscience. Ça, c'est important. Donc, quand on a la posture, on va poser notre attention sur notre respiration. D'accord ? Inspirez, expirez. Si vous voyez que c'est difficile de le faire, vous pouvez fermer les yeux, parce que là, on est dans une concentration, donc une attention donc, qui est dirigée vers la respiration. Mais quand vous voyez que vous êtes stable, en fermant les yeux, petit à petit, vous allez les ouvrir. Si vous voyez que vous êtes agité à nouveau, vous refermez et vous les ouvrez quand vous voyez que c'est stable. Quand on va rester quelques instants dans cette posture et dans ces conditions. Ça va ? Alors ? Combien de battements par minute ? C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de poser notre attention sur notre respiration. On ne fait pas ça à l'extérieur, dans nos activités, dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. On ne voit pas. On ne regarde pas comment on respire quand on est en colère, on ne voit pas comment on respire quand on est bien, quand on est stressé, quand on est triste, quand on dort, quand on court, etc. On ne voit pas ça. Or, si on ne fait pas dans ce sens, prendre conscience qu'on respire, et comment on respire, c'est plutôt la manière d'écouter le cœur, comment il est, comment il bat, comment il est bloqué, comment il est freiné, comment il est accéléré. On ne pourra pas comprendre à ce moment-là son impact sur notre corps. Ainsi, si votre cœur bat vite, qu'est-ce qui se passe ? Dans la logique. Or ça c'est trop loin, c'est trop loin. Quand il bat vite, ça veut dire qu'il y a beaucoup de débit au niveau de la circulation sanguine. Ok ? C'est la logique. Quand il y a beaucoup de débit et que vos artères ou vos conduits sont petits, c'est que ça va mettre de la tension. Il y a beaucoup de tension. Et quand il y a des tensions, ça va éclater. C'est pour ça que si vous voyez que là, il y a beaucoup de débit, il faut réguler. Pour vous dire, là, ça va exploser. Vous ne voulez pas qu'il y ait des bombes atomiques en vous. Donc si vous voyez que ça va exploser ici, ça veut dire que ça peut exploser dehors aussi. Donc, si on n'écoute pas notre cœur et comment il fonctionne, il y aura forcément un impact sur notre équilibre. L'écouter, c'est lui donner des possibilités de le protéger. C'est se donner ces possibilités de protéger notre cœur, de réajuster son fonctionnement.
c'est pas le cœur, ça. Voilà, donc je pense qu'il faut nous prendre cette responsabilité en main pour nous et dire il faut que je prenne le temps de l'écouter. Plus on l'écoutera, mieux c'est pour nous. Mieux on va comprendre nos propres réactions liées à son fonctionnement. Et comme ça, on pourrait relier si entre lui et mes réactions, il y a un lien, eh bien, peut-être que la source à régler, c'est peut-être ce premier niveau-là, avant de construire les autres niveaux. C'est-à-dire qu'on a une possibilité, nous, de transformer, de donner d'autres directions à son fonctionnement. C'est comme quelqu'un qui commence à s'agiter. S'il voit qu'il s'agite et qu'il est en train de faire le clown, hein, quelqu'un qui s'agite, c'est ça. Eh bien, il va peut-être arrêter de le faire. S'il voit que actuellement il est énervé, eh bien, il va voir que sur son visage, c'est plus le même visage qu'avant. Quelque chose qui est peut-être moins rayonnant, beaucoup plus moche qu'avant. Peut-être qu'à ce moment-là, il va réfléchir. Et je pense que nous, on a cette possibilité de le faire et pas d'attendre que les autres nous pointent du doigt pour qu'on le fasse. Souvent, on attend ça parce qu'on ne prend pas le temps de s'écouter. Donc, vous pouvez méditer sur votre respiration. Pour ça, déjà d'une part, et deuxièmement, quand vous méditez sur votre respiration, pourrait aussi vous donner la possibilité d'être bien à ce moment-là. Au lieu de vous focaliser sur ce qui est dit, sur ce qui se passe, vous êtes sur quelque chose qui est en vous, avec vous. Et c'est à vous. Au lieu de vous focaliser sur des choses qui ne sont pas à vous. Et là, vous pourrez vous énerver. Parce que c'est pas à vous. C'est bizarre, hein? Quand c'est pas à nous, on s'énerve. Donc, ça, c'est une possibilité aussi de mettre en place ce type de pratique chez vous, en vous posant et en reprenant en main l'essence de votre vie. C'est la respiration. Okay. On va faire une autre méditation, une troisième méditation, dont on va reprendre la posture avec d'autres conditions pour que vous puissiez aussi écouter ces conditions-là. C'est aussi des conditions qui vont vous dire que ça vous appartient. Hein? C'est juste prendre conscience de vos sensations. Hein? Donc il y a des sensations qui vont être sur le corps ou non, des sensations qui sont neutres. Hein? Donc vous allez juste observer, prendre conscience de ces sensations. Alors, si vous avez des sensations neutres, essayez de vous mettre dans une posture où il n'y a plus de neutralité. Où là, vous pourrez être perturbé par cette posture-là. D'accord ? Vous savez qu'en vous mettant dans une posture, il va y avoir des douleurs qui arrivent. Mettez-vous dans cette posture-là. Et écoutez les sensations de douleur. C'est-à-dire, je fais exprès. D'accord ? Je fais exprès. Juste pour écouter les sensations. Okay ? Alors, que ce soit le dos, que ce soit au niveau des chevilles et des os, avec le sol dur. Voilà. Regardez les sensations. Mais ne vous attachez pas, ne vous attardez pas. Ne faites pas une fixation sur ces sensations. Vous dites, c'est OK. Je sens une douleur. Et vous lâchez. Vous sentez une douleur, vous lâchez.
Si vous ne supportez pas la douleur, remettez un coussin ou bougez à ce moment-là. Mais simplement méditez sur la sensation et pas autre chose. D'accord ? Donc si tout le monde est prêt, on va faire cette session ensemble. Ça va ? Or, méditer sur les sensations, ça peut nous aider à des moments de notre vie, surtout quand les sensations sont désagréables. Quand c'est agréable, on ne souffre pas trop quand c'est agréable. Quand c'est désagréable, on souffre de ces sensations, que ce soit ici dans une posture, par exemple, peut-être. Est-ce que des personnes qui ont eu des douleurs, voilà, et vous avez toujours le sourire, donc ça va. On peut avoir des douleurs comme ça. Mais si on fait une fixation sur ces douleurs, eh bien, on a cette sensation que ça s'amplifie. Les douleurs s'amplifient en faisant une fixation dessus. Parce qu'on n'a pas lâché la douleur, donc les choses vont se cumuler. Donc c'est cette sensation qui se cumule. En fait. La douleur, elle n'a pas changé de niveau. Elle est toujours comme elle est. Enfin, on va dire, l'élément qui provoque cette sensation, c'est juste notre système nerveux, en fin de compte. C'est une sensation, c'est juste à ce niveau. C'est pas au niveau du corps. Mais comme on fait une fixation sur une sensation qui est complètement invisible, eh bien, les choses vont s'amplifier. Et quand ça s'amplifie, ça va devenir insupportable. Quand c'est insupportable, on change de posture. On change de cas, de conditions, etc. L'objectif ici, dans ce type de pratique, c'est pas de chercher la facilité. C'est pas, tiens, il y a une petite sensation, non, tout de suite, il faut que je change de posture. Il faut prendre conscience de la limite où on peut encore endurer. Et dépasser cette limite, on va changer de posture. En fait, quand vous méditez sur une sensation, c'est de cette manière qu'il faudra méditer. Mais pas sur la sensation. Pour regarder la limite. Et si vous voyez que c'est plus supportable, parce que c'est à l'intérieur, vous allez vous dire c'est pas supportable. Et si vous mentez à vous-même que c'est encore supportable et vous dites c'est pas supportable, parce que ça arrive, quand on cherche la facilité, on se ment à soi-même. Donc il faudra identifier aussi ces petites réactions pour petit à petit retrouver l'honnêteté qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Oui. Moi j'ai appris une petite technique, au lieu de se focaliser sur la douleur, par exemple le fessier, je me focalise sur les parties du corps qui n'apportent rien. Tout à fait. On peut le faire, sauf qu'on ne pourra pas voir la limite. Si vous ne voulez pas voir la limite, ne méditez pas alors. En fait, quand on médite, c'est pour voir la limite. Donc si on arrive à se focaliser, à voir que ça s'amplifie,
et à voir à quel moment on lâche prise, enfin lâcher prise, on lâche le morceau, et bien là, on va comprendre sur nous. Mais si on a la sensation et qu'on se dévie, on dévie notre attention sur une autre partie ou sur ce qui se passe autour de nous, eh bien on ne pourra pas voir la limite. Et donc on aura à ce moment-là l'ignorance sur la limite de cette sensation-là, mais en même temps, peut-être qu'on verra comment elle évolue. Donc on aura forcément perdu une connaissance. Donc l'objectif, c'est pas de se maltraiter. Hein, encore une fois, on ne médite pas pour se maltraiter. On médite juste pour comprendre comment nos schémas de sensations fonctionnent. C'est juste ça. Plus on comprendra ces schémas, plus on pourra adapter notre manière de pratiquer, notre manière de fonctionner dans la vie de tous les jours. Adapter, pas fuir. Hein? On ne devrait pas fuir une situation qui nous arrive vers nous. Parce que si on fuit une situation qui arrive vers nous, c'est que on dit « je ne vais pas pouvoir supporter déjà, tout de suite ». Avant de dire « je ne peux pas supporter », il faut que j'expérimente. Jusqu'où ? Hein, vous voyez une personne que vous n'aimez pas arriver vers vous, ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas vue, et vous dites « encore des problèmes ». Au lieu de dire « je vais expérimenter ». Peut-être que pendant 10 ans, il a changé. Peut-être que c'est devenu une autre personne. Peut-être qu'à ce moment-là, je lui donne la possibilité de changer. Parce que j'ai une ouverture vis-à-vis de lui, à ce moment-là. Vous voyez, peut-être qu'il a changé, et nous, on met une barrière. Donc on aura tout perdu à ce moment-là. Je pense qu'il ne faut pas se faire mal, mais il faut arriver à comprendre nos limites. Et c'est, je pense, l'enjeu de l'évolution. Si on comprend nos limites, on saura quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut avancer, quand est-ce qu'il faut changer. Mais si on ne comprend pas ça chez nous, qui comprendra ? Votre psychologue, votre médecin, votre voisin ? Qui comprendra votre intérieur ? Personne ne pourra comprendre votre intérieur, il n'y a que vous. Et donc c'est important à ce moment-là de regarder dans ce sens et d'utiliser cet outil, la méditation, pour ça. De toute façon, c'est ce qu'on dit dans le bouddhisme. On ne pourra jamais changer le monde. On ne peut que se changer. On a toutes les possibilités pour le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des barrières là où il n'y a pas de barrière. Si vous dites « je suis une mauvaise personne », très bien, c'est le passé, le présent ou le futur. Si vous dites que vous êtes une mauvaise personne, c'est le présent. Ou est-ce que c'est le passé aussi qui arrive jusqu'aujourd'hui au présent? Si c'est le passé et au présent vous êtes toujours une mauvaise personne, c'est que vous n'avez pas évolué. Si vous dites le passé reste au passé, aujourd'hui je suis une mauvaise personne, est-ce que je l'accepte? Qui accepte d'être une mauvaise personne ici? Ben, vous devez vous accepter. Accepter, c'est pour reconnaître que je le suis et pour dire qu'est-ce que je décide maintenant. Changer ou non. Vous voyez, donc il faut déjà passer par cette phase là, ici, pour dire j'accepte que je suis une mauvaise personne et je serai même la première personne à le dire aux autres. Je suis une mauvaise personne et je suis président. Au moins, tout le monde saura
et il n'y aura plus de personne qui me critiquera à ce moment-là. Parce que je vous le dis. Donc vous ne pouvez pas dire, bah, vous êtes une mauvaise personne, mais vous le savez déjà. Oui, c'est toute cette manière de fonctionner qu'il faut changer chez nous. Accepter ce qui est mauvais chez nous, accepter nos propres défauts et montrer aux autres qu'on a ça et qu'on va changer pour montrer qu'on peut évoluer de l'intérieur et montrer que c'est possible de le faire. Une personne imparfaite, c'est pas une mauvaise personne. Une mauvaise personne, c'est une personne qui réalise des actes malveillants, des actes qui génèrent de la souffrance derrière. On est parfois des mauvaises personnes. Vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Si vous êtes en colère, vous êtes une mauvaise personne vis-à-vis de vous-même. Déjà, à ce premier niveau. Mais en même temps, si vous faites du mal aux autres à cause de la colère, vous êtes doublement une mauvaise personne. C'est pour ça, mieux vaut prévenir les autres que je suis en colère et que je vais faire du mal, que de cacher la colère et que d'envoyer la colère aux autres à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui est plus intelligent par rapport à ça, mais si vous prévenez les autres peuvent mettre leur combinaison. Casque, bouclier. Je pense qu'on a une manière de réagir, une manière de fonctionner qui peut être constructif, qui peut avoir du sens, hein, pour nous et pour les autres. L'imperfection, il faut l'accepter. On n'est pas là pour se rendre parfait, parce qu'il n'y a pas de sens à ça. Qu'est-ce qu'une personne parfaite ? Bien coiffée, bien maquillée, bien habillée, bien souriant, toujours nickel. Ou superficiel, nickel, superficiel. Je pense qu'il faut peut-être redéfinir, reclarifier tout ça. On est là pour changer nos conditions, nos schémas intérieurs et adapter les nouveaux schémas adaptés pour que tout soit stable. Adapter nos schémas. Si vous vous énervez et que la personne est dit c'est bien, eh bien énervez-vous. Si vous êtes toujours gentil et que la personne vous écrase, eh bien, vous voyez, il y a une souffrance derrière. Donc c'est ça, adapter, c'est pas que se mettre en colère ou refléter l'image d'une colère, c'est négatif. On le reflète parce qu'on sait que dans cette situation, ça aide. Donc on le fait. Mais on le fait consciemment, c'est parce qu'on l'a choisi de le faire. Ça fait la différence. Et je pense qu'on n'est pas là pour chercher une perfection. On est là juste pour vivre avec les autres, pas contre les autres, avec soi-même et pas contre soi-même. Si on vit avec soi-même, jamais on va se faire souffrir. Si on vit avec les autres, jamais on va faire souffrir les autres. C'est des règles logiques de vie. Et on n'a pas forcément le sens de ces règles-là. Le terme de limite est un concept de soi, de chaque personne. Nous, on a conceptualisé ce terme-là et on l'utilise ici selon ce qui est agréable, selon ce qui est désagréable. Une personne qui ne met pas de l'importance dans la nourriture mangera n'importe quel type de goût de nourriture. Sucré, salé, pimenté, ou sans goût, parce que ce n'est pas important pour elle. Elle ne voit pas, comme il n'y a pas d'importance, il n'y a pas cette notation de limite agréable ou désagréable. Pour elle, elle s'est dit, la nourriture, c'est pour mon corps, point final. Je mange simplement pour que je puisse vivre en bonne santé, point final. Mais une personne qui développe le sens du goût,
raffiné, bien doux, bien pimenté. On développe tout ça. Et quand on développe tout ça à l'intérieur, on va donner des limites, des cadres. Ouais. Et quand vous limitez les choses et que ça dépasse les limites, vous allez dire, je vais pousser mes limites. Mais en fin de compte, il n'y a pas de limite à la base. C'est pareil pour la méditation. C'est pareil pour la méditation. Dans la logique, il n'y a pas de limite. Mais si on veut travailler sur les limites, c'est parce qu'on a généré des limites. C'est pour ça qu'on doit travailler dessus. Nous méditons pour détruire les limites. C'est pour déraciner les limites. Mais on ne médite pas pour pousser nos limites. C'est comme un sportif dit « Je suis fatigué, mais mentalement, je suis très fort. Donc, je peux arriver à cette ligne d'arrivée, même si mon corps il dit « Non, tu dois t'arrêter, sinon tu vas claquer. » Mais le mental, lui, s'il est aveuglé par la victoire ou par un objectif, il ne va pas écouter ce qui se passe là. C'est ça le danger. C'est pour ça qu'il est important, quand vous méditez, de méditer dans ce sens, au niveau des sensations, mais ce n'est pas pour pousser les limites à dire « je vais réussir, je vais rester là, j'ai très très mal, mais je vais rester là ». Si vous faites ça, vous allez être dégoûté de la pratique. Et ça, on en voit. On accepte d'avoir mal et pas là, après, c'est juste une sensation. C'est juste une sensation. On dirait même pas, on va même pas se dire j'ai mal. C'est juste une sensation au niveau, voilà, de ce que mon corps me transmet. Non, il n'y a pas d'obstacle. Dans la logique, il n'y a pas d'obstacle sur cette pratique-là. Les seuls obstacles qu'on pourrait avoir, c'est ce niveau-là. C'est au niveau de votre mental. C'est lui qui va construire, qui va dessiner, qui va te dire « je te donne cette direction, vas-y ». Mais il n'y a pas d'obstacle. Si vous ne vous sentez pas bien, bah c'est OK. Vous allez vous lever, faire un tour, boire un verre, revenir. Mais si vous êtes fatigué, allongez-vous. Si vous avez faim, j'avais entendu un ventre tout à l'heure, ben, allez chercher à manger. Si vous voyez qu'il y a un besoin, faites-le. Mais le mental dit, il ne faut pas que je le fasse parce que c'est la honte de ma vie. C'est tout, c'est ce niveau. Donc, si vous méditez et vous dites ce niveau-là, il n'est pas cool avec moi de temps en temps, eh bien, observez-le, surveillez-le, surveillez ce niveau. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il est en train de m'envoyer, qu'est-ce qu'il projette. Regardez. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça que les choses évoluent. Ouais, et je pense qu'il ne faut pas non plus, si nous sommes très sensibles à la douleur, parce qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles à la douleur, il faut aller mollo, petit à petit. Hein, il ne faut pas dire bah, c'est bon, allez, piquez-moi, ouvrez-moi, sans anesthésie. Non, il faut quand même faire des tests. Si vous avez peur des piqûres, par exemple, ben, c'est OK. Vous allez dire, bon, ben, allez-y. Avant de le faire, méditez quand même dessus, lâchez. D'habitude, quand il y a beaucoup de tension et quand c'est dur, la tension en fait durcit les choses. Et ben, quand on vous pique sur quelque chose de dur, ça fait beaucoup plus mal. Ça fait vraiment amplifier, c'est ce que j'ai senti, c'est que tout à fait. On amplifie puissance 10 000 en fait. Oui. Voilà. Et la piqûre, c'est pas la piqûre physique, c'est la piqûre mentale que vous avez construite ici. Donc, avant de faire quoi que ce soit et que vous savez que ça peut avoir un impact sur vos sensations, vous allez méditer, vous lâchez les tensions. Hein. Pareil au niveau du corps, si vous sentez qu'il y a une douleur qui apparaît à une partie de votre corps, vous voyez,
vous voyez, hein, c'est l'attention qui va être dirigée, et bien vous lâchez les tensions qui se trouvent dans cette zone. Vous lâchez. Et vous verrez, ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. Donc, ce sont des techniques qu'on peut utiliser quand on est face à une maladie, par exemple. Quand on a des douleurs liées à une maladie physique, hein, une maladie physique. Donc là, on peut se poser et méditer dessus. Et vous verrez, ça va vous aider à accueillir ces moments-là. Ça veut dire ne pas avoir peur avant que ça se passe. Parce que quand vous avez peur avant que ça se passe, ben les choses vont se focaliser dessus. Vous envoyez un focus sur ce moment ou sur cette zone-là, et après ça va s'amplifier. C'est pour ça qu'on dit toujours, ben, voilà, vous lâchez, vous détendez. Hein, des fois avant les grandes compétitions de grands sportifs, on voit des fois des sportifs qui s'assoient et puis voilà, ils vont méditer sur la respiration. Voilà. Donc c'est à expérimenter, je pense, à votre niveau. Essayez de méditer en marchant dehors, les yeux fermés. Ça va être très compliqué. Et pourtant, on a besoin... Alors, il faut se poser la question. Déjà, d'une part, pourquoi on doit fermer les yeux quand on médite? Il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi il y a des personnes qui préfèrent méditer les yeux fermés, qui sont plus dans cette direction-là de pratique? Ils sont trop distraits par ce qui se passe. La distraction. Ok. Eh bien, travaillez sur les schémas de distraction. Si vous êtes distrait par un bruit, vous allez vous isoler. Si les yeux s'ouvrent, c'est lié au mouvement, c'est pas lié au son. Eh bien, méditez les yeux ouverts dans l'obscurité. Vous ne pourrez pas voir le mouvement, ni les couleurs, ni quoi que ce soit. Mais vous restez les yeux ouverts. Pratiquez dans ce sens. D'accord? Vous rentrez chez vous, vous fermez les volets et tout, vous éteignez les lumières, vous restez dans cette pièce et vous allez méditer les yeux ouverts. En fait, si vous voulez vous entraîner sur la conscience visuelle, parce que vous êtes très sensible au niveau de cette conscience-là. C'est pour ça que vous avez peur de vous laisser perturber par ce qui se passe. Donc vous allez travailler dessus, vous allez méditer, ou dans un environnement où il n'y a pas de mouvement. Vous êtes chez vous, vous posez, et vous ouvrez les yeux, face à un mur par exemple, à une statue de Bouddha par exemple. Vous laissez les yeux ouverts dessus. Mais les yeux ouverts, je parle. Je ne parle pas de la conscience mentale qui va se connecter à la conscience visuelle pour voir le Bouddha. Je ne parle pas de ça. Je parle de garder juste les yeux ouverts et la conscience peut être dirigée grâce à l'attention sur la respiration. Mais vous gardez les yeux ouverts. Et en fait, en faisant ça, vous allez voir que c'est très naturel de méditer les yeux ouverts. Et quand vous aurez pris cette nature de méditation, les yeux ouverts, vous allez dans la jungle dehors, hein, où il y a plein de mouvements, plein de situations, etc. Vous serez en méditation les yeux ouverts. Et vous allez marcher en méditation les yeux ouverts. Et vous allez faire vos activités les yeux ouverts. Vous allez parler avec les yeux ouverts. La prise de conscience, la conscience qu'on a grâce à cette ouverture, c'est de dire tout est OK. Et il n'y a plus de fuite. Et quand vous êtes face à des situations très compliquées, les yeux ouverts, une personne qui ne vous aime pas, une situation dont vous n'êtes pas en accord, eh bien c'est OK quand même. Et ça vous maintient intérieurement un état de calme intérieur. Et quand vous êtes calme intérieur, tout ce que vous voyez est très clair.
Et grâce à cette clarté, vos actions vont suivre la logique de ce que vous voyez. Et donc les actions, c'est comme des morceaux de puzzle qui s'arrangent entre eux, parce que vous voyez que ce morceau-là est bien avec ce qui se passe dans ce tableau-là. Oui. Il est vrai que quand on ferme les yeux, c'est comme un écran. L'écran, il est noir, ici, quand on ferme les yeux. Et il y a des projections à un niveau de conscience qui se projettent sur cet écran et on voit tout plus clairement. Quand on ouvre les yeux, il n'y a pas d'écran. Donc quand les projections se font, à ce moment-là, eh bien à cause de ce qu'on voit là, c'est transparent, on voit beaucoup moins. Mais il y a ceux qui ouvrent les yeux, qui rentrent complètement à l'intérieur et qui voient complètement, très clairement les choses. Ça veut dire qu'on ne se laisse plus voiler par cette interface avec l'environnement. C'est pour ça que quand nous méditons, on ne se laisse pas emporter par des sons, par des couleurs, par les mouvements, etc. On reste là, on prend conscience de ce qui se passe, mais la perception des choses se fait à l'intérieur. C'est-à-dire, quand vous entendez un son, c'est de l'intérieur que vous entendez. C'est pas, vous allez attraper le son et vous dites « j'entends le son ». Vous attrapez la fleur et vous dites « je vois la fleur ». Ça n'a pas de sens dans la pratique. D'ici, vous laissez les choses arriver. Si ça n'arrive pas, il n'y a pas de problème. Si la personne parle dans sa barbe, désolé, on n'entend pas. Il n'y a pas de problème. Pourquoi on va lui dire « parle plus fort » ? Oui, si on dit « parle plus fort », c'est qu'il y a une réaction face à ce type d'environnement. C'est parce qu'on prend trop d'importance sur ce qui est dit, au lieu de prendre de l'importance sur là, comment on fonctionne. Et ça fera la différence. Donc, je sais que par habitude, il y a des personnes qui commencent depuis longtemps à méditer, les yeux fermés, mais aujourd'hui, on vous demande de changer vos habitudes, forcément, vous n'êtes pas content. C'est forcément ça. Ça veut dire que vous n'avez pas cette fluidité dans la pratique parce que vous n'avez pas cette ouverture d'accepter par les yeux ce qui se passe. Oui. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, au lieu de rester dans vos habitudes de fluidité, vous devez ouvrir un champ que vous n'avez pas connu avant dans cette pratique. Maintenant, vous allez connaître. Peut-être au début un peu de douleur, ça fait partie. Petit à petit, ça va s'alléger parce que vous lâchez, tout simplement. Ce que vous voyez, vous lâchez. Et il n'y aura pas d'interprétation derrière. C'est comme si on dit du mal sur vous, n'interprétez pas. Si on dit du mal sur vous, vous avez bien entendu. N'interprétez pas. Si vous dites, oui, lui, il est en train de dire du mal sur moi, là, vous êtes en train d'interpréter. Il a juste lancé des bruits. Oui. Et vous dites, oh là, il a dit des gros mots sur moi, il m'a critiqué, etc. Il a juste mis des sons. Vous avez un lion qui rugit, oh, il est en train de m'insulter. Non, c'est juste des sons. Mais comme vous posez des étiquettes dessus pour construire une phrase et que vous allez approprier, c'est votre propriété, la phrase. Lui, il vous envoie des insultes et vous prenez ça comme à vous, quoi. Ça, c'est du délire. C'est son insulte et vous prenez pour vous. C'est pas du délire, ça ? C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est ça qu'il faut essayer de dénouer dans tout le processus de la méditation. Tout phénomène, toute condition, toute situation, ce n'est pas à vous. Il n'y a rien qui est à nous ici. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on a ce qu'on appelle les 7 étapes de l'éveil. Ah, il y a la lumière qui agit. Les 7 étapes de l'éveil. Mais pour avoir ces 7 étapes de l'éveil, on dit il faut prendre l'image d'une barque, vous voyez, une barque. Et vous avez, comment on appelle ça pour diriger la barque là ? Un gouvernail. Merci. Un gouvernail. Grâce à ce gouvernail, la barque va aller dans une direction. D'accord. Si on veut suivre les 7 étapes de l'éveil, on doit être comme cette barque avec le gouvernail. C'est-à-dire, le concept d'une idée, ici, hein, vous avez une idée, ça vous donne une direction. D'accord ? Mais si vous voulez aller dans cette direction, vous devez gouverner. Et ça veut dire que vous devez prendre conscience que si vous n'êtes pas dans la bonne direction, eh bien, il faut gouverner. C'est comme si quelqu'un dit « Oh, qui veut devenir un Bouddha ici ?» Pas tout le monde ? Oh, c'est triste. Ah, vous avez une direction, l'idée, d'accord, devenir un Bouddha. Mais pour être un Bouddha, on vous pose plein d'outils, plein de conditions et d'outils. Il faut méditer, il faut changer l'intérieur, il faut modifier vos schémas mentaux, il faut être patient, voilà. Il faut être persévérant, il faut développer de la bienveillance vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, il faut être dans la compassion, il faut développer l'amour altruiste, etc. Vous avez bien compris tout ça par les enseignements. Et ça, ce sont les gouvernails, d'accord ? Mais, méditer tous les jours, réveillé à 3 heures du matin, on vous donne, vous savez la direction. Il faut suivre. Vous voyez ? Et c'est ça, en fin de compte, qui nous pose des obstacles dans notre progression. C'est comme ça qu'on a plein d'obstacles. Là où il n'y a pas d'obstacles, c'est notre paresse. C'est toujours ici, dit « Oh, mais je voudrais sortir, mais il faut que je reste pour réciter mes pratiques. » C'est sans arrêt comme ça. Comment on peut avancer ? Pour ça que quand on veut vraiment progresser jusqu'à l'éveil, c'est-à-dire traverser ces 7 étapes, et ces 7 étapes, ce n'est pas 7 marches. Ça ne veut pas dire que quand vous avez fait une marche, vous dites « super, j'ai gagné une marche, 2e marche ». Non. Vous avez la première étape, on appelle ça, on pourrait dire la progression par le système de pont. Je ne sais pas, je viens juste d'inventer. Je vois l'image. En fait, vous allez dans l'étape 1, vous dire super, j'ai réussi. Vous passez à l'étape 2, mais avec l'étape 1. D'accord. Ça veut dire que quand vous arrivez à la 7e étape, il y a toutes les étapes derrière qu'il faut faire en même temps, les 7 simultanément. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de l'attention juste. L'étape de l'attention juste, c'est grâce à cette étape, il y a les autres étapes qui suivent. Si on ne réussit pas cette étape, il n'y a pas les autres étapes. Donc vous voyez, pour ouvrir les autres étapes, il faut forcément passer par l'étape d'avant. C'est-à-dire arriver à poser l'attention, par exemple, sur la sagesse du corps. La sagesse du corps, c'est la constitution
réelle et réaliste de ce corps-là. C'est-à-dire, on contemple, on ouvre la conscience pour voir qui il est, comment il est conçu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, de quoi il est composé. Je prends un exemple. Soyez honnête. Qui est-ce qui aime son corps ici? Ok. Alors peut-être que vous êtes dégoûté quand je vous dis. Alors, si vous êtes attaché à votre corps, ça va être compliqué. Oui, mais aimer, c'est pas attaché. Non, je dis aimer ici, c'est dans le sens de l'attachement, pardon. Ah, d'accord. Alors, on va recommencer la question. Qui est-ce qui aime son corps et qui s'attache à son corps? C'est-à-dire qu'on est là, on va faire tirer. Je parle de ça. C'est-à-dire que voilà, il est plus important. Voilà, il est plus important que notre santé intérieure. D'accord. Donc, alors si on visualise, ça veut dire qu'on doit méditer dessus, on doit voir, voilà, qu'il est composé de 4 éléments. D'accord. On doit visualiser, c'est-à-dire méditer, que ce corps est composé de 4 éléments de la nature. L'air, l'eau, le feu, la terre. Ok, 4 éléments. Logiquement, quand nous sommes en bonne santé, les éléments s'harmonisent et sont dans un équilibre. D'accord ? Quand nous ne sommes pas bien, par exemple, on n'a pas assez d'oxygène, on n'a pas trop à manger, par exemple, ou quand il fait trop chaud, il fait trop froid, on n'est pas bien. Donc quand ces éléments ne sont pas dans ce qu'on appelle la voie médiane, la voie du milieu, eh bien, les sensations désagréables arrivent. Si vous regardez simplement, alors il ne faut pas taper des pieds et des mains. Si vous avez faim et que vous n'avez pas à manger, il ne faut pas frapper votre voisin et voler sa nourriture. C'est pas ça. D'accord ? C'est juste observer à ce moment-là au niveau de vos sensations. C'est pour ça que c'est important de méditer. Et comment vous considérez votre corps ? Est-ce que c'est un seul bloc ou est-ce que c'est plusieurs blocs ? Et considérez aussi ce corps, comment il fonctionne. Ça va vous aider à le lâcher, si vous êtes attaché. Le corps, c'est tout un univers. Le corps humain, c'est un vrai miracle. Que ce soit miracle, univers, etc., mais la réalité de son fonctionnement est là. Ça finit en pourriture. La mort est une décomposition. La naissance fait partie de ce miracle. Le fonctionnement de ce corps fait partie de tout un univers. Très bien. Mais comment on l'utilise ? Par exemple, des fois, on ne l'utilise pas correctement. Il faut le voir. Des fois, on le maltraite. Juste à cause de vos émotions, vous le maltraitez, sans le savoir. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du cœur. Eh bien, on voit, le cœur fait partie de ce corps. Bien, on ne l'utilise pas correctement, des fois. Mais c'est pour ça, Vincent, notre corps, c'est aussi notre enseignant, notre maître. C'est pour ça qu'il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Mais, encore une fois, on ne prend pas le temps de le faire. Il y a ceux qui ont du temps qui peuvent le faire, mais ceux qui sont dans la course du monde n'ont pas ce temps-là. Le 6e sens est plus important que le corps. Il n'y a pas d'importance. Je n'ai pas dit que le corps était important. J'ai juste dit de le regarder, de voir comment il fonctionne, pour pouvoir peut-être à ce moment-là s'en détacher plus facilement. Lorsqu'il y a un point précis qui va nous montrer que là, il faut s'en détacher. Si
si on considère trop important, on va lui mettre de l'importance. Et l'importance qu'on va lui mettre, c'est des choses peut-être qui sont futiles, qui ne sont pas très importantes. Vous voyez, comme dire, le corps, lui, il progresse dans la vie avec son temps, avec sa durée, avec l'impermanence, mais aussi sa durée. Faites la différence entre durée et impermanence. D'accord ? Ce n'est pas deux choses identiques. Mais parfois, on veut le conserver. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas son changement. Parce que les sensations extérieures, l'aspect extérieur, parfois nous maintient à un processus contradictoire à son fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut méditer dessus. Méditer sur aussi ce qui est à l'intérieur. Par exemple, sur ces éléments intérieurs. Et chaque élément a son utilité. Méditer sur sa nature, la nature de ces éléments, mais méditer aussi sur son reflet, son image qu'il donne. Et en même temps, vous allez méditer aussi sur son utilité. Oui, c'est ça. Parfois, on ne l'utilise pas correctement. Et c'est ça, en fin de compte, qui va nous permettre de développer une forme de sagesse, de logique. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour aller justement vers l'éveil. C'est pour ça qu'il faut méditer dessus, pour pouvoir pas être bloqué ni générer des obstacles à cause de lui. C'est pour ça qu'il faut méditer. Ça, c'est juste un premier niveau dans l'attention. Mais il y a d'autres attentions, comme l'attention qu'on a utilisée tout à l'heure pour les sensations. On fait des attachements sur des sensations agréables. Quand c'est agréable, c'est plus facile de s'attacher aux éléments qui nous procurent ces sensations-là. Donc c'est pareil. Si on ne médite pas ce que c'est que la sensation, c'est-à-dire qu'est-ce qui provoque cette sensation, je vous ai expliqué un petit peu par rapport à la gestion de ces sensations, donc il faudra méditer dessus. Mais méditer, non pas mettre nous des concepts à l'intérieur. Méditer dessus, ça veut dire voir la réalité de ces éléments-là. Que c'est agréable, que c'est désagréable, que c'est neutre. Donc 3 formes de sensations qu'on peut avoir à ce niveau. Donc ça, c'est le deuxième type d'attention qu'on va porter vis-à-vis de ce corps. Le troisième niveau, oui. Je reviens là-dessus, mais les enseignements bouddha répondent à cette question du corps. Totalement, mais nous devons... Quand on observe les poils en définition, la sueur et tout ça, ils ne le trouvent pas bon dans les textes bouddhistes. Totalement. Je suis complètement d'accord, sauf que on ne médite pas sur nous, sur la vérification des enseignements du Bouddha. C'est pour ça que la sagesse, c'est-à-dire la logique, il faut le vérifier à travers notre pratique. Et notre pratique, c'est notre méditation qu'on a pour contempler ce qui se passe là en lien avec ce qu'on a reçu des enseignements du Bouddha. En fait, c'est tous ces paliers, c'est ces étapes qu'on doit mettre en place. Vous écoutez les enseignements, c'est une chose, mais qui vérifie ? Il y a ceux qui mettent en place l'expérience de vérification qui peuvent vérifier. Mais même si on a compris, des fois on ne le vérifie pas, on croit et on l'applique sans prendre conscience de vérifier à ce moment-là le processus. C'est pour ça que c'est important pour nous de prendre en considération ce que le Bouddha a enseigné, mais de dire c'est la sagesse. C'est pas la sagesse du Bouddha, c'est la sagesse que j'observe à ce moment-là. Donc ça fait partie de notre processus, je veux dire, de pratiquant dans la voie, de vérifier. Le troisième niveau d'attention porte sur les phénomènes. Alors phénomène, c'est pas n'importe quel phénomène. C'est les phénomènes
qui sont en lien avec ce qu'on appelle les 37 auxiliaires de pratique. Il y a 37. Et il faut qu'on dirige ce niveau, c'est-à-dire les idées, les pensées, sur ces 37 auxiliaires de pratique. Pour qu'on puisse comprendre pourquoi il y a ces auxiliaires-là. Et qu'on puisse aussi vérifier chez nous comment on les applique. Peut-être qu'on verra ce que c'est que ces 7 auxiliaires, 37 auxiliaires. Ça, c'est lié aux phénomènes. Et c'est les phénomènes intérieurs, pas les phénomènes météorologiques, climatiques, etc. C'est les phénomènes qui se déroulent intérieurement, avec les facteurs mentaux, avec d'autres niveaux de conscience qui sont expliqués dans ces 37 auxiliaires de pratique. Et le 4e niveau, ça concerne l'esprit. L'esprit ici, dans le bouddhisme, c'est le mental, c'est-à-dire son fonctionnement. Donc, méditer dessus, voir son fonctionnement. C'est-à-dire comment il est, comment il construit les schémas, et comment il fonctionne lorsque vous avez des situations. Donc ça, c'est les 4 attentions qui va nous permettre d'aller à l'étape numéro 2. Donc c'est juste une observation, d'accord ? Les 4 attentions, c'est les 4 niveaux d'observation qu'on met en place dans notre pratique méditative grâce aux enseignements et grâce à la vérification de ces enseignements. D'accord. Ça va pour l'étape 1 ? Donc l'étape 2, c'est quand vous avez observé, intégré tout ça, il y a la compréhension juste de ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est comme si vous observez les morceaux de puzzle, et là, vous regardez tous les morceaux, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire, vous voyez le fonctionnement de ces éléments-là. Et quand vous comprenez ces éléments-là, vous passez au 2e niveau, qui est tout simplement la compréhension correcte et juste de ces éléments liés à ces phénomènes, liés à votre corps, liés à vos sensations, liés à votre mental. C'est-à-dire une compréhension plus interprétée, une compréhension en fait directe et juste. Arrivé à ce 2e niveau, qui est assez rapide, c'est une forme de sagesse instantanée de compréhension. Vous passez au 3e niveau, qui est la persévérance. Alors la persévérance ici, c'est pas persévérer dans le monde. Il y a persévérance dans le monde, dans votre travail, dans votre quotidien, tous vos projets, etc. Vous dites, je suis très persévérant, mais ça, c'est pas cette persévérance-là. La persévérance qu'on doit mettre en place ici, c'est tout simplement grâce à la compréhension de ces phénomènes, de tous ces éléments-là, vous allez comprendre que ce corps n'est pas à vous. Vous allez comprendre ça de manière très simple. Et vous l'utilisez comme un véhicule, qu'on a dit extraordinaire, universel, etc. On va l'utiliser, mais ce n'est pas à vous. Donc, il n'y a plus d'attachement. Vous l'utilisez comme une voiture, correctement, mais vous l'utilisez. Donc, quand vous avez compris ça, vous allez avoir un détachement de lui. Celui qui se détache de son corps dans sa vie vit très très bien les choses. Complètement. La maladie, la vieillesse, la mort, tous ces processus-là, c'est OK. Encore. Ça veut dire qu'on doit pratiquer à ce moment-là la persévérance pour ne pas l'utiliser pour faire souffrir les autres. Et ça veut dire au niveau du mental, au niveau du verbal, au niveau du physique, il
il y a la première persévérance qui est ne plus agir dans la malveillance, c'est-à-dire faire souffrir les autres et nous-mêmes. Ça, c'est le premier niveau de persévérance. Le deuxième niveau de persévérance, on fait un pas de plus, c'est pour ça que le premier niveau est cadré par ce qu'on appelle les entraînements, les préceptes. Hein, qu'on vous donne, quand vous avez pris refuge, on vous donne des préceptes. Donc, grâce à ça, ça conditionne, ça nous met un cadre pour ne pas agir avec malveillance. Grâce à ce détachement du corps, eh bien, on va pouvoir voir que les autres autour de nous sont comme nous. Et comme ils sont comme nous, la deuxième persévérance, c'est de pouvoir les aider aussi à s'en détacher. Donc la deuxième persévérance, c'est agir pour le bien des êtres. C'est-à-dire, tout ce qui est bénéfique, on va mettre au service des autres. Mais il y a un troisième niveau de persévérance qui nous demande beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'ouverture et d'écoute, c'est persévérer à accompagner les êtres vers l'éveil. Là, le deuxième niveau de persévérance, c'est pour le bien des êtres. Mais là, c'est de les aider à se libérer complètement de la souffrance et des racines de souffrance. Donc ça, c'est, on pourrait dire, dans un sens, c'est la voie du Bodhisattva, là, dans un sens. Donc, voilà les trois types de persévérance qu'on doit mettre en place dans cette troisième étape. Quand vous arrivez à cette troisième étape avec ces états de persévérance, vous allez sentir intérieurement quelque chose de très léger en vous. Parce que quand vous êtes bien, vous pourrez aider les autres. Donc vous allez sentir cette sensation de légèreté intérieure. Troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la joie. Mais c'est une joie intérieure, ce n'est pas une joie dans le monde, c'est une joie qui est là, constamment. Mais quand quelqu'un est en joie, il sautille. Vous voyez l'image qui sautille. Vous savez pourquoi il sautille? Parce qu'il est très léger, tout simplement. Celui qui est en souffrance, on lui demande de sautiller, il ne va pas sautiller. Il est très lourd. Donc c'est cette joie que vous allez obtenir. Et c'est une joie d'ouverture. Une joie d'ouverture dans le sens où il y a un état de sérénité ultime. Il n'y a rien qui vous bouscule, il n'y a rien qui vous perturbe. Après cette joie, une joie, on pourrait dire, c'est même presque une énergie agitative, une agitation énergétique presque, on dirait. Eh bien, vous allez passer à cinquième étape, qui est une sérénité pure. Vous êtes serein, complètement serein. Il n'y a plus de cette joie, vous traversez tous ces niveaux, et voilà, vous êtes ok, coucou, ok. C'est serein. Tout ce qui se passe, c'est ok, tout le temps. Et des fois, on ressent peut-être dans vos pratiques méditatives, vous pourrez ressentir cette sensation de sérénité. Même quand quelqu'un vous frappe, vous voyez, c'est un état de sérénité où rien ne vous perturbe. Et ça, même quand on va couper votre bras, parce que vous n'êtes plus attaché à votre corps, c'est ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a dans les vies antérieures du Bouddha, il y avait des histoires où le Bouddha s'est fait, la personne qui s'est incarnée, on lui prenait ça et non, c'est des pratiques méditatives. Donc c'est ce niveau-là qu'on atteint. Donc vous voyez, vous pouvez voir, vous,
Hein, si vous êtes encore perturbé par ce qui se passe, à chaque fois on vous dit ça, vous contrez. Ah non, mais c'est pas ça. Hein, ça veut dire qu'il y a encore l'ego là. Okay. Quand on vous dit ça, ben c'est bon, ok. Pas besoin de se justifier, dire que je suis pas d'accord, ou dire que c'est vous qui avez raison ou j'ai raison, etc. Et vous n'avez plus besoin de ça, parce que c'est plus important. Oui. Donc arriver à ce niveau de sérénité intérieure, c'est là où on passe à un niveau de, on appelle ça le samadhi, le calme intérieur ultime, où là on est, voilà, on dit que c'est une méditation de concentration intérieure imperturbable. C'est comme si on vous insulte, vous revenez tout de suite ici et vous dites comment je suis. Vous voyez ? Tout ce qui se passe ici, vous revenez ici, vous regardez. C'est une concentration en fait qui se dirige instantanément ici. Et la conscience écoute à ce moment-là. Et c'est un niveau en fait de méditation, je dis même pas de méditation, c'est un niveau de conscience où on voit les choses et ici exactement pareil. Si il y a la guerre, eh bien on se voit ici, il n'y a pas la guerre. Vous voyez, c'est un peu dans le monde, c'est un peu dans le mauvais sens, mais notre perception cache derrière une compréhension juste de ce qui se passe. C'est comme si vous rassemblez la loi du karma, les vies passées de ces êtres-là, vous rassemblez les choses et vous dites, bah oui, c'est comme ça, c'est ok. Oui. Et ça vous donne un niveau en fait, de sérénité, de conscience, où vous êtes, voilà, où là, tout ce qui arrive ici, c'est pas que vous êtes indifférent, vous êtes dans cette conscience-là, donc vous êtes bien conscient, sauf que vous avez compris la logique de ce qui se passe. Oui. Donc vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas secouer la personne qui est en train de maltraiter les autres. Mais dans notre système de société, on va nous pointer du doigt, forcément. Dire là, il y a une personne en souffrance, là, il ne va pas aider. Vous voyez ? Mais vous avez compris pourquoi, déjà. Donc si vous aidez, vous allez conditionner des actions, hein, et vous allez dévier la validation du karma de cette personne vis-à-vis de l'autre personne qui est en train d'attaquer. Ça va très très loin. Je pense que ce type de niveau, hein, nous demande énormément de connaissances, hein, pour pouvoir comprendre tout ça. Et on ne peut pas comprendre, par exemple, le karma de manière logique, action-réaction, de manière simple. Le karma, c'est très très compliqué, très très subtil. Donc, si on n'a pas la sagesse de voir les choses, la sagesse, c'est tout simplement lié à cette concentration. Donc, quand vous avez la sagesse, vous comprenez les choses instantanément. La personne qui parle, la personne qui questionne, la personne qui dit rien, vous comprenez instantanément ce qui se passe. C'est ça la sagesse. Et à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle la sagesse. Et avec cette sagesse, on passe au 7e niveau, qui est la liberté. La liberté, c'est cette notion de lâcher. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui est connecté à vous. Ah, et là, on est éveillé. Donc, toutes ces étapes-là, bon, ça vous permet de réfléchir, évidemment, à
à voir et à comprendre, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez dire il faut que j'y arrive. Non. Pour l'instant, je pense qu'il faut travailler, revenir ici. Ça, c'est un vrai travail pour soi. Revenir ici, méditer sur le fonctionnement déjà de notre corps, de nos sensations, de notre mental, et parfois aussi de nos réactions, de nos schémas mentaux. Ça, c'est déjà quelque chose d'énorme sur la voie. Parce que le plus long, c'est cette première marche, cette première étape, c'est le plus long dans les vies d'un être éveillé. Là, je ne parle pas d'accumulation de mérite. Je ne parle pas des niveaux de qualité, de générosité, des paramitas. Je ne parle pas de ça. Là, je parle juste de ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'on enseigne cette étape d'éveil dans une structure qu'on appelle Vipassana. Peut-être que vous avez entendu parler de Vipassana, mais avant de pratiquer Vipassana, il faut apprendre, il faut recevoir cet enseignement-là. C'est pour ça qu'on dit c'est une contemplation, une vision pénétrante des phénomènes. On peut avoir ces micro-expériences qui sont là. On ne sait pas pourquoi. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Ça arrive, même dans nos pratiques, ça peut arriver. Pas en continu. D'accord ? L'état d'éveil, ce processus d'éveil-là, c'est en continu. Et quand je dis en continu, ça veut dire aussi à travers toutes les expériences. C'est pas fuir certaines expériences pour dire je suis dans un état de sérénité. C'est pas tricher. C'est quelque chose qui est dans l'honnêteté. D'accord ? Or, quand je dis toutes les expériences, c'est pas tout expérimenter. Les gens ils disent, des fois on entend dans le bouddhisme, il faut tout expérimenter. Or, une fois dans la vie du Bouddha, il y avait une femme qui dit j'ai jamais expérimenté un mari, alors il faut que je cherche un mari pour vivre avec lui, j'expérimente ça. Le Bouddha, dans sa méditation, il a vu à travers cette femme que dans les vies passées, elle a déjà réalisé des niveaux de conscience et qu'elle peut s'éveiller dans cette vie. Alors, il s'est dit, mais si elle va se marier, elle va vivre, peut-être que la relation est solide, elle va vivre jusqu'à peut-être la mort de son mari, ou âgée, et puis elle n'aura pas reçu des choses ou des conditions pour s'éveiller. Donc le Bouddha, il a dit, mais elle a déjà vécu ça dans sa vie, plein de relations avec des maris, des relations amoureuses, etc. Elle a compris, elle a intégré ça dans ses vies passées. Et donc le Bouddha, il dit, mais je vais l'aider. Donc il s'est mis et il a donné l'image, face à elle, il a donné l'image de la naissance d'un enfant, d'un adulte, de la vieillesse et de la mort dans un couple. Ça veut dire qu'il a donné cette image pour rappeler à cette femme la logique de ce qu'elle a compris. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, il a montré ça. Et quand il a montré ça, elle a dit, je suis dégoûtée. Je ne veux plus me marier. Je ne veux plus vivre. Parce que j'ai compris pourquoi. Et c'est là où elle a demandé au Bouddha de l'accepter comme disciple. Et donc le Bouddha a enseigné le processus de l'impermanence, du karma, de la non-soi, de la vacuité. Et il s'est éveillé dans cette vie-là. Ça veut dire que dans les vies passées, il y a des choses que vous avez déjà expérimentées, il y a des choses que vous avez déjà acquises en vous. Mais on n'acquiert simplement que de la sagesse.
La sagesse, c'est quelque chose qu'on ne perd pas. Mais la non-sagesse, c'est quelque chose qui est futile, qui est temporaire. Quand vous apprenez les choses du monde, il n'y a pas de sagesse, des fois, à l'intérieur, et donc vous oubliez. Mais quand vous intégrez la sagesse, c'est-à-dire ce qui est logique, ça ne se perd pas. C'est pour ça qu'on peut récupérer ce qu'on a acquis dans les vies d'après. Et donc, il faut comprendre que l'expérience qu'on a déjà eue dans les vies passées, on doit faire ressortir la sagesse de ces expériences-là. Pour dire, j'ai compris, même si dans cette vie, je n'ai pas expérimenté. Mais parfois, vous avez des personnes qui disent, mais comme tu n'as pas expérimenté, comment tu peux me comprendre? Vous voyez, des personnes qui le disent. C'est pour ça que des fois, on vous enseigne quelque chose et vous dites, ah ouais, j'ai pas besoin de réfléchir, je comprends tout de suite. Ça me parle tout de suite, j'ai même pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. C'est parce que vous avez déjà intégré ça. Donc vous n'avez plus besoin de faire d'efforts, ni d'analyser, ni de vérifier. Pour vous, c'est tellement évident que vous n'avez pas besoin de vérifier. Mais les personnes qui se comparent à vous diront, mais tu dois vérifier, c'est dans le bouddhisme. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous allez vérifier? Non. Vous avez acquis, pas besoin de vérifier, vous avez déjà vérifié 40 000 fois avant. Vous n'avez plus besoin. C'est pour ça que c'est important de se connaître pour ça, pour dire, et pas comparer aux autres. Nous, on a toujours des tendances à se comparer aux autres, ou les autres à nous, à soi. Donc, il faut simplement se comprendre et savoir quel niveau. C'est pour ça qu'il faut être honnête. Et ces niveaux-là vont nous permettre de dire, là, c'est cette direction, c'est cette pratique-là. Mais les pratiques que vous avez acquises ici, vous n'allez pas le faire. D'accord ? Et ça, c'est tout l'aspect subtil, habile, en fait, du bouddhisme. Les autres ne vont pas vous comprendre, il faut les laisser. Pas vouloir qu'ils comprennent ou vouloir convaincre les autres. Des choses que vous n'allez pas comprendre, ben c'est ok. Des choses dont vous allez comprendre naturellement, c'est ok. Donc c'est ces niveaux-là, et quand on parle d'expérience dans le bouddhisme, on parle aussi des expériences dans les vies passées, pas simplement dans cette vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. On a notre niveau, on a notre ouverture, on a notre sagesse, on va vivre avec et on va continuer à avancer, évoluer dans ce sens-là. Hein? On n'est pas malveillant, parce qu'on n'a rien fait. Malveillant, c'est agir, c'est dans l'action. Ici, on prend conscience, mais si on n'a pas suffisamment de sagesse pour comprendre comment agir pour que l'enfant puisse comprendre le processus du karma. Ça, c'est toute une explication derrière. Si on veut aider une personne, on peut la faire sortir de la situation. Mais si nous, on a compris qu'en faisant sortir la personne de la situation, ça bouleverse ou ça dévie les dettes karmiques de cette personne vis-à-vis de l'autre, il faudrait peut-être comprendre à ce moment-là comment je fais, peut-être prendre du recul et pas se laisser emporter par l'affection, par un affect ici, et dire comment je fais pour pouvoir apprendre à cette personne la validation de son karma. Si on n'a pas cette possibilité et qu'on est pris par notre émotion, parce que c'est souvent ça, on est pris par la panique, par l'émotion de ce qu'on voit, on va agir. Mais même dans cette émotion-là, on doit prendre conscience qu'on s'est laissé emporter par notre émotion. On doit le voir comme ça. Si on n'a pas cette capacité d'éclairer clairement tous les processus de lien et des dettes, eh bien on doit accepter qu'on a ce niveau-là et on doit accepter aussi qu'il y a l'affect, on est affecté par la situation et qu'on va agir par l'affect. On doit accepter ça, ça veut dire prendre conscience de ce processus-là.
et prendre conscience qu'il y aura un impact sur nous vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de l'autre personne. Hein? C'est des liens qu'on est en train de générer. On n'est pas indifférent, on ne laisse pas les gens souffrir. Si la personne est en train de souffrir, on est là, on voit, on écoute, on comprend. Et si on sait pourquoi elle souffre, peut-être qu'on peut dégager des outils, lui apprendre à utiliser ces outils-là. Et on est là pour apporter et pour faire apprendre aux autres les outils, pas pour utiliser les outils à la place des autres. Et c'est ça qui va nous... T'es sauveur, je suis là, je te... Voilà, et on reste dans notre zone à nous. C'est ça qui est important. On ne va pas dans la zone des autres. C'est leur vie. On est là, on met des feux rouges, des feux bleus, des feux verts. On met, ils les voient, c'est OK. Ils ne les voient pas, bah, c'est OK aussi. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas tourné la tête pour voir. Et comme les gens qui conduisent, ils ne voient pas le feu rouge, ils grillent le feu rouge, il y a un accident. Les gens posent des attentions, nous, on doit poser des attentions aux autres, on doit les aider à diriger leur attention correctement, hein, de manière adaptée pour ne pas souffrir, on doit les aider. C'est pour ça qu'on aiguille. Le Bouddha, il montre le doigt uniquement vers la lune, mais le doigt, c'est pas la lune. Et la personne doit regarder non pas le doigt du Bouddha, mais la direction de son doigt. Et c'est pas lui qui fait le job. Non plus, non plus. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on doit être responsable de soi. Et ça, c'est le plus compliqué. Des fois, on est comme un enfant et on veut toujours que les autres soient responsables de nous, nos parents, nos proches, etc. Mais quand est-ce qu'on va grandir? Voilà. Et c'est en prenant parfois des coups qu'on va se réveiller. Des fois, on dit comme ça dans le bouddhisme, mais des fois, on attend ce moment-là. Et si nous, on dévie toujours les personnes jusqu'à ce moment-là, forcément, la personne ne va pas se réveiller. Il faut qu'elle puisse se réveiller d'elle-même. Ouais. Donc, c'est nos expériences, encore une fois. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On va juste faire la dédicace avant que je vous libère. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng vận đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Merci à vous, portez-vous bien, merci.